Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors pour cette première table ronde, l'idée était de parler des clés pour accélérer. Vous l'avez compris, le thème de cette journée, c'est comment passe-t-on davantage à l'action. On sent en cette rentrée beaucoup d'évolutions, aussi bien au sein de la population qu'au sein des collectivités locales. On a eu des annonces importantes de l'État. On part du principe à France Ville Durable qu'on a une grande partie des solutions, voire toutes les solutions qui sont disponibles, qu'il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre, mais encore faut-il les mettre en œuvre de manière collective avec l'ensemble des acteurs. C'est tout l'esprit de l'association. Pour en débattre, nous accueillons donc Sébastien Martin, qui est président d'Intercommunalité de France, un membre fondateur de l'association France Ville Durable et président du Grand Chalon. Jean-Baptiste Butlen, qui est sous-directeur de l'aménagement durable au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Judith Ferrando, qui est co-directrice de Mission Publique, du cabinet Mission Publique, et qui est également membre du comité scientifique de France Ville Durable. Et Jean-Marc Bouillon, qui représente l'interprofession Valor, l'interprofession des métiers du végétal, quand même plus de 50 000 entreprises, et qui est président d'honneur de la Fédération française du paysage. Je vais commencer peut-être par une question à Sébastien Martin. Vous représentez, à travers Intercommunalité de France, une très grande diversité de territoires, ruraux, urbains, littoraux, montagnards, ultramarins de différentes tailles. Quel est votre sentiment en cette rentrée ? Les EPCI et les intercommunalités sont-elles résolument engagées dans ces démarches de transformation ? Et sinon, que manque-t-il pour aller plus vite dans les démarches de transformation écologique et de montée en résilience des territoires ? Je ne vais pas tout de suite dire qu'il manque des moyens. On ne va pas commencer par les discours habituels, corporatistes, on en veut plus. Bon, on va essayer d'être sérieux. D'abord, je veux saluer Patrice. Si j'ai tenu à être là ici aujourd'hui, c'est parce que je voulais vraiment répondre à son invitation, parce qu'il est aussi vice-président de notre association et il fait partie des gens qui donnent de la voix. Et donc, il était normal que j'apporte la mienne à la réunion d'aujourd'hui dans ce lieu magnifique. Alors, à l'ère de la sobriété, peut-être que demain, ça sera la halle à l'aspartame et plus au sucre, mon cher Patrice, parce qu'il faut commencer à faire des efforts. Mais pour revenir un peu plus sérieux, je crois qu'aujourd'hui, et tu l'as bien dit tout à l'heure dans ton propos, Patrice, la question est de la mobilisation des territoires dans leur ensemble. Vous appelez d'ailleurs France Ville Durable, mais j'ai bien compris aussi dans ton propos, Patrice, que le sujet aujourd'hui appelait la France de tous les bassins de vie à apporter les solutions. Car on voit bien que si on parle d'enjeux de mobilité, le sujet est parfois comment est-ce que l'on décarbone les déplacements des gens qui habitent en première ou deuxième couronne des villes, parfois dans des plus petites communes, pour venir travailler au cœur des villes. Donc cet enjeu, il est un enjeu de bassin de vie. Et comment, à l'échelle de chacun des bassins de vie, nous parvenons à mettre en place des solutions extrêmement concrètes. Et je tiens à dire d'ailleurs à ce propos qu'on entend beaucoup parler de planification depuis quelques mois. Mais il y a longtemps que dans nos intercommunalités, nous avons adopté des plans climat, air, énergie territoriale. Je répète bien le mot plan, climat, air, énergie territoriale, que nous avons depuis longtemps dans nos intercommunalités des documents d'orientation stratégique. Quand on adopte un PLU intercommunal, on commence par un PADD, une fois encore des acronymes affreux, mais tous ces documents qui donnent les orientations stratégiques. L'intercommunalité est basée sur le projet de territoire. Il n'y a pas un seul projet de territoire aujourd'hui à l'échelle des 1200 intercommunalités que compte le pays qui n'envisage pas sérieusement les enjeux liés à la transition écologique. Alors oui, ils ne sont pas les mêmes selon que nous sommes un territoire extrêmement industriel, comme c'est le cas ici, ou que nous sommes un territoire plus marqué par les services, les loisirs, le tourisme, à un autre endroit du pays. Mais pour autant, la mobilisation et la prise de conscience politique, elle est là, et elle était déjà engagée bien avant que l'on commence à parler de planification écologique à l'échelle nationale. Et tout l'enjeu d'ailleurs sera de bien faire comprendre aux membres du gouvernement que nous n'avions pas attendu et qu'il ne va pas falloir nous demander de réinventer l'eau tiède que nous avons déjà mis à 19 degrés au passage pour qu'elle soit tiède depuis longtemps dans nos différents schémas. Donc j'entendais Christophe Béchu à l'instant en parler. Par exemple, le fonds vert est un exemple.
le fonds vert doit venir accompagner les logiques des projets de territoire que nous avons formalisés sur tout le territoire national dans une nouvelle relation que nous souhaitons avec l'État à travers les contrats de relance et de transition écologique. Et maintenant, on y va, au boulot. Pas besoin de réécrire encore des centaines de pages, mais bien au contraire, d'être dans l'action. Et je pense que c'est ce que font les intercommunalités au regard des compétences. Tu l'as dit, Patrice, l'eau, les mobilités, les déchets, l'habitat. L'habitat est un enjeu énorme. Nous réclamons la décentralisation de la politique de l'habitat au plus près des territoires. Que l'État s'occupe de rénover thermiquement ses commissariats et ses tribunaux, nous, je pense que nous serons tout à fait capables d'accompagner la rénovation thermique des logements qui représentent plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont aux intercommunalités, en lien avec leurs communes, de le faire, de nous confier MaPrimeRénov' et d'arrêter de faire un guichet unique informatique qui ne finance que des pompes à chaleur. Voilà, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Merci. Alors, pour engager cette transformation, pour que les élus locaux et les collectivités puissent engager ces transformations, on parle souvent de cette question de l'acceptabilité sociale. Mais quid de la population? Comment la population peut être d'accord avec ces transformations, participer de ces transformations? Judith Ferrando, vous avez notamment participé à la Convention citoyenne pour le climat, et puis vous avez globalement depuis 10 ans beaucoup développé d'actions sur ces processus de construction délibératifs, sur ces questions de climat, d'environnement. Quel est votre avis aujourd'hui? Quels sont les principaux enseignements ou les messages que vous voudriez faire passer sur l'implication des habitants dans ces enjeux? Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation également. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'acceptabilité sociale et comment elle évolue? Donc, c'est vrai que depuis plus de 10 ans, à Mission Publique, on a accompagné des collectivités locales, des gouvernements, plus récemment les institutions européennes, dans des démarches de délibération des citoyens sur le climat et plus globalement sur l'environnement et la transition, ce chemin de la transition. D'ailleurs, les citoyens se sentent très vite enfermés par le cadre du climat. Ce qui les intéresse, c'est climat, biodiversité, c'est le vivant. Ils font cette approche systémique que vous appelez de vos voeux, Patrice. Les citoyens le font très rapidement quand on discute avec eux, d'ailleurs, y compris ailleurs que dans ces espaces, on va dire, artificiels ou particuliers de délibération. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, ils sont prêts à changer. C'est-à-dire que des citoyens qui prennent le temps dans ces espaces-là de s'informer, de discuter entre eux, parce que c'est ça que cela crée, très vite sont convaincus que nos modes de vie et notre modèle de société, y compris notre modèle économique, n'est plus tenable. Donc très vite, ils savent qu'ils ont leur part à faire dans ce changement. Mais ils nous disent que pour eux, ce n'est possible que s'il y a effectivement une accessibilité physique et financière. Je peux changer de mode de vie s'il y a à proximité une offre de transport public, s'il y a une capacité à faire autrement ses courses qu'en supermarché sans pour autant que ça explose le budget. Donc cette question de l'accessibilité physique et financière, elle est très importante. Ne pas être culpabilisé, ne pas être ce salaud de consommateur qui ne pense qu'à lui-même, parce que c'est souvent ça l'image aussi qu'on peut faire très moralisatrice. Ne pas punir les plus démunis. Il y a vraiment une attention à ce qu'il n'y ait pas une double peine de la transition écologique. Et ça, c'est vraiment extrêmement partagé. Ça s'entend de plus en plus. Vous savez, c'était au cœur de la Convention citoyenne pour le climat, ça s'entend énormément. Mais aussi, et là, c'est comprendre les bénéfices sociétaux et collectifs. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'elle nous permet d'avoir, cette société? Je vais peut-être perdre un petit peu dans mon confort actuel de vie, mais qu'est-ce que je vais gagner collectivement? Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Et effectivement, je rejoins ce que vous disait Patrice, ils se projettent, quand on les fait travailler aussi sur ce que ça peut être, ce monde décarboné, ce monde qui a réussi cette transition environnementale, dans un monde finalement où il y a d'autres plaisirs. Une vie sociale plus intense, une sociabilité renforcée, une reconnexion avec le vivant, une reconnexion avec la nature. Et c'est des bénéfices aussi à mettre en avant, mais encore faut-il faire la preuve qu'on peut y arriver. Et j'en viens aux deux points les plus importants. C'est effectivement pouvoir, pour se projeter dans cette société qui donne envie, avoir un cap politique clair à toutes les échelles, c'est-à-dire localement, nationalement et au niveau européen, qui soit lisible et qui soit suivi. Or, les citoyens voient bien que les collectivités agissent, que l'État agit, mais pas forcément à la bonne hauteur, ni avec forcément des priorités toujours claires et cohérentes. Donc cette question de savoir renoncer, y compris à des projets, c'est quelque chose qui est important pour faire la preuve. Et puis l'autre point, c'est le partage de l'effort selon les capacités à agir. Vous savez, c'est un peu comme ce principe fondamental dans la protection sociale, notre protection sociale, c'est que chacun contribue selon ses capacités et reçoit selon ses besoins. Et donc je crois que c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière la notion de justice sociale. Et je fais juste une toute petite parenthèse,
on est parfois très ambivalent sur les termes qu'on emploie. Tantôt l'acceptabilité sociale, qui est finalement le fait de consentir collectivement à un projet parce qu'on sait qu'il est meilleur que les autres. Et ce n'est pas la même chose que la justice sociale, ni que la justice climatique ou la justice intergénérationnelle. C'est aussi accepter que notre monde étant limité dans ses ressources, on n'entame pas la capacité des générations futures à bien vivre, ni la nôtre. Et qu'on trouve le bon équilibre dans tout ça. Et donc je trouve que c'est intéressant de se dire finalement de quoi on parle. Souvent on parle de justice sociale, puis on en vient à parler d'acceptabilité. Donc je trouve qu'il y a une question un peu de fermeté sémantique à avoir sur ces termes. Et je voulais juste revenir justement sur ces mots. C'est un point important parce que finalement, quand on dit sobriété, c'est le thème aussi de notre table ronde, ça peut paraître un peu... la sobriété, un peu triste. Or, en fait, c'est vraiment la question de quel est le mot qu'on utilise. Est-ce qu'on parle de sobriété heureuse, comme l'avait fait Pierre Rabhi en son temps? Est-ce qu'on parle de frugalité? Est-ce qu'on parle de simplicité volontaire? En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose à inventer derrière nos représentations mentales de la sobriété. Et juste pour dire que cette question-là, elle est intéressante parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'expérimentations qui mettent ça à l'œuvre. Je pense que la Halle au sucre est assez représentative de ça, mais la sobriété, on peut la vivre, on peut faire l'expérience de manière joyeuse et festive. Il y a plein de petits festivals qui s'interrogent sur leur manière de créer de la convivialité, de faire de la culture ou de l'art avec de la sobriété. Et si on le vit, quelque part, ça devient plus facile de se projeter dans quelque chose qui donne envie. Et juste, je voulais insister pour finir sur... il me semble, un levier tout à fait sous-exploité. Ce que je vous ai raconté là comme levier, c'est d'acceptabilité sociale, c'est des leviers qu'on voit depuis... J'ai relu là récemment une vingtaine d'avis citoyens à l'échelle locale, donc Nantes Métropole, Est Ensemble, des conventions citoyennes sur ces sujets-là, comme à l'échelle nationale, la Convention citoyenne pour le climat, ou à l'échelle européenne. Et en fait, ces leviers, ils sont très convergents, c'est-à-dire à peu près toujours les mêmes. Donc vous allez me dire, bon, du coup, ça ne produit rien de nouveau, ce qui est à la fois vrai. Ça veut dire aussi que la parole des citoyens, elle est finalement assez stable, mais c'est notre capacité à la prendre en considération et à y répondre au bon niveau, ou à le faire connaître, qui ne l'est pas forcément également réparti, pour dire les choses très poliment. Et il y a un levier qui me semble sous-exploité, qui est le levier du soutien à l'action collective. Vous savez, on est censé passer en tant qu'individu à 10 tonnes de CO2 émis par an à 2 tonnes. Clairement, on n'y arrivera pas tout seul, c'est impossible. Et il faut se méfier de cette surresponsabilisation de l'individu dont on voit toutes les limites et tout le renforcement des inégalités à agir que ça peut avoir. Et il y a tout le soutien, je dirais, non pas au micro ni au macro, mais au méso, c'est-à-dire à tout ce qui est les actions collectives, les actions d'achat partagé, de coopératives citoyennes d'énergie partagée, de lieux d'échange de pratiques et d'expériences, parce que seul on n'a pas la solution, mais si je rencontre d'autres citoyens qui se sont posés les mêmes questions, je peux trouver la matière à agir. Le fait d'avoir des lieux de réparation et de partage pour diffuser l'idée d'économie du partage, des jardins partagés, des collectifs zéro déchet. Et là, je trouve que ce que fait la Halle au sucre est vraiment incroyablement inspirant. C'est vraiment sans doute une manière de redonner du pouvoir aux citoyens et de redonner du pouvoir finalement au territoire, parce qu'à travers les citoyens, c'est les territoires. Donc cette question-là et de l'entrée par les co-bénéfices, pour finir, me semble aussi intéressant. Parfois, il y a des citoyens qui rentrent plus par la question de la santé, la question de la qualité de vie, et tout ça étant intimement lié et systémique, on peut aussi parfois décaler un peu notre porte d'entrée pour entraîner la population avec nous. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous. Merci beaucoup Judith. La qualité de vie, une entrée par la qualité de vie, vous avez compris que c'était le thème de cette journée, donc la sobriété pour la qualité de vie ou la transformation écologique pour la qualité de vie. Et on a vu dans le sondage BVA qui a été présenté tout à l'heure que pour les habitantes et les habitants, le premier sujet de la qualité de vie, c'est un environnement sain, végétal, non pollué, etc. Alors je voudrais maintenant donner la parole à Jean-Marc Bouillon. Quand l'interprofession Valor frappait à la porte de France Ville Durable pour devenir membre, vous, avec Jean-Marc Vasse, le directeur, vous nous avez tenu à peu près ce discours. Jusqu'ici, nos métiers, donc, qui représentent, je vous laisserai les présenter plus en détail, mais tous les métiers du végétal au sens large, les horticulteurs, les pépiniéristes, les semenciers, les jardiniers, les paysagistes, etc. Jusqu'ici, ces métiers étaient considérés comme des métiers relevant plutôt de l'ornement ou de l'esthétique. Mais nos métiers aujourd'hui, nous avez-vous dit, sont des métiers d'adaptation des territoires au dérèglement climatique, de reconstitution des grands cycles de l'eau, de l'azote, du phosphore, de régénération des sols, etc. Est-ce que vous pouvez peut-être illustrer un peu ou nous donner votre point de vue sur cette évolution ?
Merci. Très, très clairement, on observe, comment dire, c'est à la fois enthousiasmant et un peu, comment dire, responsabilisant, un glissement de la compréhension du rôle de la nature en ville. Au début, c'était vraiment un rôle ornemental, donc on fabriquait la ville de façon technique, et puis une fois que c'était fini, eh ben, on venait un peu améliorer, de temps en temps même compenser. Donc on était vraiment dans une position extrêmement aval. Et puis on remarque au fil du temps une progression pour avoir aujourd'hui une position beaucoup plus centrale, même de temps en temps une position préalable, hein, la nature en préalable au projet. On voit comment dire, des nouveaux appels d'offres qu'on lancés, où on dit inversons le regard, et si on commençait par définir quel était le besoin de nature pour convenir de combien on pouvait densifier autour, etc. On remarque également que le club de la sobriété foncière, qui a été le cercle de la sobriété foncière, qui est si cher au programme Action Cœur de Ville, qui aujourd'hui réunit 30 villes en France, a imaginé 4 leviers pour réussir la densification des villes. Et le premier de ces 4 leviers, c'est qu'il faut végétaliser pour préparer la ville et les citoyens qui y habitent à accepter cette intensification d'usage que va générer cette densification. Donc on voit bien qu'il y a un glissement, comment dire, de ce rôle complémentaire, accessoire, compensatoire, aval, dans un rôle beaucoup plus amont. On pourrait d'ailleurs marquer 4 grandes étapes dans cette progression. Les années 70, à peu près, le paysage était décoratif, c'est des espaces verts, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité. D'ailleurs, c'était une contemplation parce que c'était l'époque des pelouses interdites. Vous savez, il y avait les petites clôtures parisiennes, il y a des gardiens de square avec un sifflet qui disait non monsieur, pas sur la pelouse. C'était les années 70. Grand bouleversement dans les années 80 avec le paysage social, la politique des grands parcs, Bercy, Citroën, Gerland à Lyon, la promenade plantée, etc. Donc et si la nature et si le paysage était social. Dans les années 2000, troisième marqueur, le paysage devient en quelque sorte écologique en ville. C'est Prends l'autre, sinon. Voilà, je vais prendre l'autre. Voilà. Et donc, comment dire, le troisième temps. C'est mieux là. Merci. Ah, ça va là. Non, prends l'autre. Prends l'autre, c'est pas grave. Ouais, je vais prendre celui-là, c'est pas très grave. Donc, troisième temps, c'est le paysage qui devient écologique avec ses trames vertes et bleues, etc. Et aujourd'hui, on arrive au quatrième temps, c'est les fonctions écosystémiques, les solutions d'adaptation fournies par la nature. Et c'est ça qui forme cette incroyable richesse, cette intelligence de la nature, c'est que ces compréhensions, elles ne marchent pas par substitution, mais par addition. On n'a pas oublié que c'est plus beau, on n'a pas oublié que c'est plus social, on n'a pas oublié que c'est plus environnemental, et on se rend compte en plus que c'est technique. Et c'est un peu ce qui fait que de cette position qui était une position aval, on devient dans une position centrale, parce que finalement, miser sur la nature pour adapter nos villes, c'est vraiment miser gagnant, quoi. C'est une nouvelle infrastructure qui se dessine, qui va délivrer des prestations incroyables, une infrastructure qui est multiservicielle, à l'inverse de toutes les infrastructures que nous avons bâties. Un tuyau d'assainissement ne fait que assainir, il est monoserviciel. Un tuyau d'adduction d'eau ne fait que amener de l'eau. Une voirie ne fait que rouler les voitures, à peu près. Alors que la nature, vous pouvez la planter pour rafraîchir, elle infiltrera. Vous pouvez la planter pour infiltrer, elle stockera du CO2, des microparticules de pollution, elle limitera le bruit, elle augmentera les fonctions cognitives, elle luttera contre les troubles de l'anxiété en ville. Vous voyez, c'est une nature extraordinaire, et il faut absolument bâtir notre système urbain de demain avec cette intelligence-là. Merci. Jean-Baptiste Butlen, vous représentez l'État et le ministère, mais aussi le collège de l'État de France Ville Durable, en tant que vice-président de notre association. C'est vrai qu'on pense souvent depuis les territoires à l'État sur ces questions de transformation écologique, avant tout comme un financeur ou quelqu'un qui va aider les territoires financièrement. C'est nécessaire, indispensable et demandé par les territoires. Mais l'État, à travers ses agences et ses opérateurs, dont un grand nombre sont membres de France Ville Durable et présents aujourd'hui, est aussi un accompagnateur de cette transformation écologique. Je pense au CEREMA, je pense à l'ADEME, je pense à l'ANA, à l'ANRU, aux acteurs en fait, qui font cette transformation au quotidien. Alors, en cette rentrée où on a quand même eu des annonces importante. On a senti quand même un coup d'accélération, justement, puisque c'est le thème de cette table ronde du côté de l'État. Où en est-on et que souhaitez-vous passer comme message pour cette table ronde d'ouverture ? Eh bien, écoutez, Sébastien, déjà, merci pour cette interpellation et merci pour les propos très vivifiants de Patrice Vergrit, que je salue et que je remercie. Je pense que pour accompagner cette transition, l'État doit d'une part jouer son rôle dans l'exercice de planification écologique, et j'y reviendrai,
Et d'autre part, effectivement, comme vous le dites, déployer des aides à l'ingénierie, des aides financières avec ces opérateurs sur les territoires pour accompagner les acteurs qui s'engagent, et je rejoins ce que disait Judith Ferrando, et pour éviter aussi d'accentuer les situations finalement de précarité, puisque je ne peux que rejoindre les propos de Patrice lorsqu'il dit que l'écologie est nécessairement sociale. Donc, s'agissant de l'exercice de planification sur lequel finalement il y a déjà eu plusieurs propos introductifs, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que les trajectoires sont bien tracées. Elles sont connues en tout cas. Réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à horizon de 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Réduire de 50% la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030 et atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050. Mais au-delà des trajectoires, je pense qu'il faut se rappeler que l'État, il est garant finalement du respect de ses engagements nationaux et internationaux et que le Conseil d'État sait bien nous le rappeler finalement. La jurisprudence grande sainte, la jurisprudence affaire du siècle indique bien que finalement lorsqu'il y a une inaction collective de l'État, c'est bien l'État qui est mis en cause. Et à cet égard, je pense que ce gouvernement a bien pris la mesure de cette responsabilité en créant ce secrétariat général à la planification écologique rattaché à la Première ministre et en cherchant finalement à maîtriser les trajectoires et à accompagner la transition. Maintenant, je ne peux qu'être d'accord avec Intercommunalité de France et avec vous, Patrice, lorsqu'il est indiqué que ces trajectoires, elles doivent nécessairement être déclinées territorialement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État seul qui en est le garant et que cette déclinaison territoriale, elle repose nécessairement sur l'engagement des autorités locales, au premier rang desquelles les collectivités. Et en matière d'aménagement et d'urbanisme, il est évident que les collectivités sont les premières compétentes, puisque la décentralisation, effectivement, dans notre pays, a ainsi organisé le partage des pouvoirs et des compétences. Alors, il y a effectivement les compétences des intercos qui sont fondamentales, notamment en matière de services publics urbains. Il y a des compétences de la commune ou du bloc communal, notamment en matière d'urbanisme. Et ce qui est clair, c'est que cette déclinaison territoriale, elle repose sur une notion de différenciation des objectifs au regard finalement des contextes et des enjeux locaux. Donc à titre d'exemple, puisque Patrice le citait dans ses propos introductifs, c'est bien ce que le législateur a imaginé en matière de sobriété foncière, c'est-à-dire que la trajectoire est donnée. Pour répondre à Judith, il y a bien effectivement une métrique qui a été donnée et donc une observation pour finalement se challenger sur l'atteinte de cette trajectoire. Et ensuite, tout le travail est un travail finalement de déclinaison dans la hiérarchie des documents de planification et d'urbanisme, au niveau régional dans les SRADET, au niveau local dans les documents d'urbanisme, en veillant ensuite à prendre en compte les dynamiques économiques, les dynamiques démographiques, le renouvellement du déjà là, puisqu'effectivement 80% de la ville de 2050 est déjà là, et l'équilibre du maillage territorial. Donc je pense que c'est important de rappeler effectivement que chacun a son rôle à jouer dans cette dynamique et que l'État doit, aux côtés des collectivités, favoriser la construction du consensus. Et en cela, je suis complètement d'accord à ce que disait Judith. On a besoin de faire émerger des démonstrateurs pour dire que c'est possible, de les généraliser. On a besoin aussi de partager les responsabilités pour éviter que l'effort ne soit concentré que sur une seule catégorie d'acteurs et que finalement on ne risque d'accentuer des situations de précarité. Et puis, il s'agit aussi d'identifier la controverse, puisque finalement, tout le monde est d'accord sur les grands enjeux. Mais quand il s'agit effectivement d'aller vers le changement, on se rend bien compte que finalement, il faut identifier les bonnes contreparties pour que chacun s'y retrouve, sans quoi, effectivement, le changement n'est pas possible. Donc ça, c'est peut-être sur un premier élément de méthode en termes de planification écologique. Maintenant, pour répondre directement à votre question sur l'accompagnement que l'État offre avec ses opérateurs, l'ADEME, je salue Baptiste, le CEREMA, la NCT qui a été cité, mais également les établissements publics fonciers, pour ne citer qu'eux, les agences d'urbanisme qui ne sont pas des opérateurs de l'État mais qui sont des partenaires essentiels sur leur territoire. Donc avec l'ensemble de ces acteurs, on déploie une aide à l'ingénierie et une aide financière. Donc une aide à l'ingénierie pour les territoires qui sont peut-être les plus fragiles, les moins outillés, on pense en particulier au monde rural, ou qui sont vraiment confrontés finalement à des situations très compliquées. On pense par exemple à l'accompagnement des territoires de montagne face au changement climatique avec le désengagement. On pense aux territoires du littoral face à l'érosion du trait de côte. Ces défis très complexes nécessitent qu'on donne des méthodes.
il y a les ateliers des territoires, il y a des écoquartiers, et puis que finalement l'État intervienne en PAC, intervienne en réseau pour apporter des solutions. Et je sais que finalement cette méthode trouve aussi à s'incarner dans ce que vous déployez au niveau de France Ville Durable, dans les ateliers auprès des collectivités. Après, il y a la question des aides financières. Donc, je suis particulièrement séduit par l'intervention de mon voisin qui dit qu'on n'est pas uniquement là pour parler de subventions, mais néanmoins, c'est important parce que l'aide financière est nécessaire lorsque le coût est effectivement le frein à la transition écologique ou lorsque les acteurs ont besoin finalement qu'on garantisse leur prise de risque ou qu'on garantisse les investissements qu'ils sont prêts à consentir pour la transition. Donc le ministre Béchu l'a indiqué dans ses propos introductifs. Il y a eu effectivement France Relance, qui était un programme de 2 ans, vraiment axé sur la relance de notre économie dans une logique aussi de transition écologique à horizon donc, de 2024, puisqu'il s'achèvera en 2024. Et la Première ministre a annoncé la création du Fonds d'accélération de la transition écologique qui sera donc doté de 1,5 milliard d'euros par an et à destination principalement, voire prioritairement des collectivités. Donc je pense que ça répond bien aux interpellations de Intercommunalité de France et du président. Et sachant que pour répondre à votre question, l'objet est évidemment pas de recréer in abstracto toute une nouvelle mécanique. Il s'agit bien d'accompagner des objets qui répondent à des politiques prioritaires qui sont déjà bien connus. D'ailleurs, le Fonds d'accélération de la transition écologique, et la Première ministre l'a bien dit, assurera la continuité et la pérennisation du fonds friche pour le recyclage des friches. Il assurera la mise en œuvre et l'accompagnement de la nature en ville avec le fonds de renaturation des villes. Il accompagnera également la rénovation des bâtiments publics, qui est également un des enjeux qui a été cité par les précédents intervenants. Au-delà de ça, il y a bien sûr les objets de mobilité, de biodiversité, d'adaptation au changement climatique. Mais comme vous le dites, je pense que les objets sont déjà connus. Donc l'enjeu est surtout finalement de mettre en relation, en synergie ces différents programmes. Et surtout que l'État intervienne main dans la main avec les autres opérateurs utiles pour les collectivités, et notamment la Caisse des dépôts et consignations. Puisqu'effectivement, si les 1,5 milliard par an de subventions sont utiles, ils ne sont rien sans une capacité de prêt, une capacité d'aide à l'ingénierie, une capacité de capitalisation en fonds propres qui sera apportée par la Caisse. Voilà. Après, je pense qu'il y a ici, enfin et aussi les éléments d'innovation. Et à cet égard, le parallèle du Fonds d'accélération de la transition écologique, c'est bien France 2030, sur lequel France Ville Durable est déjà très investi, puisque vous êtes un de nos partenaires pour la stratégie Ville Durable et bâtiments innovants. Et on est en plein dans l'implémentation des lauréats, des démonstrateurs de la ville durable. Il y en a 39, avec un montant au total de 305 millions d'euros. Et on attend beaucoup, effectivement, de ces pionniers pour inventer l'avenir dans nos villes qui, encore une fois, sont à 80% déjà là. Merci. Sébastien Martin, une réaction j'ai une question sinon, mais peut-être je voulais que vous preniez des notes, vous voulez peut-être réagir. Allez-y, posez votre question. Je pose ma question. On parle de cette planification. On a évoqué, le président a dit dans son intervention tout à l'heure, mais est-on bien sûr que les CRTE, les PPI, les PLU qui sont en cours, on sait le temps qu'il faut pour changer un PLU, etc. Est-on sûr que les documents de planification territoriale existants ou les programmations pluriannuelles d'investissement dans les collectivités qui ont été décidées avant tout ça, enfin avant cette prise de conscience globale qu'on a en cette rentrée, est-ce qu'on peut garantir aujourd'hui qu'il y a bien une métrique de la dépense publique des collectivités qui va dire oui, notre PPI, elle contribue à la stratégie nationale bas carbone, elle contribue au plan biodiversité. Où en est-on de cette planification au niveau local? Est-ce que vous considérez que la planification telle qu'elle est engagée là, maintenant, elle répond déjà suffisamment aux enjeux? Je ne sais pas si elle répond suffisamment parce qu'on a bien vu qu'il était nécessaire d'aller encore plus loin et sans doute un peu plus vite. Mais la réalité, c'est que nous avons fait un travail à Intercommunalité de France pour analyser les CRTE tels qu'ils avaient été signés dans les différents territoires et qui aujourd'hui couvrent l'ensemble du territoire national à l'échelon d'une ou plusieurs intercommunalités, et que les projets de territoire qui sont à l'intérieur de ces CRTE mettent tous en exergue les enjeux liés à la transition écologique et de manière extrêmement forte. J'ajoute, la logique des PLU intercommunaux avait engagé les enjeux de sobriété foncière
beaucoup de PLU intercommunaux déjà adoptés, par exemple sous le précédent mandat, étaient déjà sous des objectifs de 35 ou 40% de la réduction foncière. On n'est pas encore à 50, ni même au zéro net. Mais le mouvement, en tout cas, il était engagé. C'est le premier point. Deuxième chose, je pense que nous avons aussi, je voulais réagir à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Vous avez expliqué comment on percevait les espaces verts en ville. Nous ne sommes pas tous élus que nous sommes, comme Patrice, anciens directeurs d'agence d'urbanisme ou anciens urbanistes ou experts sur toutes les thématiques. Je pense que nous avons aussi besoin de doctrines durables dans le temps d'aménagement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a même pas 20 ans, on nous conseillait partout de minéraliser nos villes. On a beaucoup minéralisé nos villes. On nous expliquait que les espaces verts, ça coûtait cher en fonctionnement. Et on en a supprimé beaucoup. Et maintenant, il y a le mouvement inverse. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais je crois qu'il faut aussi que ceux qui nous entourent et nous conseillent, je dis ça sans animosité aucune, bien évidemment, hein, mais qu'on ait une stabilité de la pensée, entre guillemets, sur la manière d'aménager nos territoires. Le deuxième élément, vous avez parlé donc du fonds vert, donc on a bien compris, il ne s'appelle plus le fonds vert, maintenant il s'appelle le FAT, Fonds d'aide à la transition écologique. Nous plaidons vraiment pour que ce fonds trouve comme véhicule les contrats de relance et de transition écologique, et que nous puissions avoir désormais une vision pluriannuelle des engagements de l'État à nos côtés. L'État est bien capable de faire des contrats de plan État-région. Le Premier ministre donne des lettres de mission, des lettres de mandat, de négociation à ses préfets de région pour aller négocier les contrats de plan État-région. Il faut que demain, nous ayons des préfets de département qui puissent avoir les mêmes lettres de mission sur la base des CRTE pour contractualiser des engagements pluriannuels des ministères en direction des collectivités territoriales pour nous donner de la visibilité dans le déroulement de nos plans de mandat. On nous demande de faire des PPI, mais la réponse à des PPI ne peut pas être l'annualité budgétaire exigée par Bercy. La réponse aux PPI doit être l'accompagnement pluriannuel à nos projets. Et dernier point, nous demandons enfin, je crois que nous avons besoin aujourd'hui, je disais tout à l'heure, l'heure est à nous mettre au travail. Nous avons besoin de stabilité. J'ai dit stabilité des financements, stabilité de la doctrine, stabilité de notre cadre d'action. Quand j'entends qu'on veut encore repartir sur un combat d'arrière-garde alors que nous sortons d'un été marqué par la sécheresse, que des départements dans lesquels on n'imaginait pas qu'il puisse un jour manquer d'eau, que j'entends qu'au Sénat, on veut relancer des propositions de loi pour annuler le transfert automatique de l'eau, le transfert de l'eau et de l'assainissement à toutes les intercommunalités en 2026, alors qu'aujourd'hui, il y a 1200 intercommunalités, il reste 1900 syndicats des eaux qui font moins de 4500 habitants. Comment est-ce qu'on peut durablement gérer une politique de l'eau dans ce pays comme cela ? Il faut quand même qu'au bout d'un moment, on dise la vérité et qu'on dise la réalité des choses. On ne peut pas faire face aux enjeux fondamentaux de l'eau dans ce pays, et ça, c'est un enjeu pour l'avenir, si on continue à avoir cette manière de gérer l'eau dans le pays. Donc, stabilité dans nos périmètres, stabilité dans nos compétences, pluriannualité de nos financements, et je pense que nous pourrons travailler correctement. Merci. Alors, la gestion de l'eau, une des grandes fonctions écosystémiques des métiers du végétal. On a beaucoup des solutions quand même, on les connaît les solutions, on sait comment adapter, changer la façon d'aménager nos villes. Jean-Marc Bouillon ? Oui, on connaît des solutions, on ne sait pas toujours comment les mettre en œuvre. Alors, c'est vrai que moi, je comprends tout à fait la remarque que vous me faisiez, parce que moi, j'ai participé à cette imperméabilisation de la ville, parce que nous, dans notre trajectoire de paysagiste concepteur, ce qui est mon job, on aidait les collectivités à aménager leur ville, et l'idée, c'était effectivement de mettre des bordures, des caniveaux, des trottoirs pavés, etc. Donc, on a contribué à tout ça, et la ville idéale, c'était la ville aménagée, qui était minérale, propre, facile d'usage, etc. On était cependant certains à se poser la question, notamment sur la gestion de l'eau. Est-ce que c'est la bonne idée ? Est-ce que c'est raisonnable de considérer l'eau comme un déchet, l'ennemi de la construction, l'ennemi de nos
nos routes, nos fondations, etc. Et d'avoir oublié que c'était une ressource essentielle. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est pas d'eau, pas de végétaux. Et aujourd'hui, quand on voit que le tissu urbain qu'on a développé, technique, pendant toute la partie, tout le XXe siècle, c'est un tissu urbain qui, finalement, n'ayant pas de problème de chaleur, mais plutôt de froid, c'est donné au soleil. On a fait un tissu urbain avec des voiries larges, etc., avec cette exposition plein sud qui était tellement recherchée. Et aujourd'hui, à l'inverse d'ailleurs de l'urbanisme bioclimatique du bassin méditerranéen, qui au contraire faisait des ruelles étroites, avec des places ensoleillées qui créent des mouvements de convection naturelle de l'air, etc., nous, on est face, dans nos villes tempérées, à cette espèce de vacuité de l'espace, etc. Et on se dit, finalement, l'arbre, c'est la solution. Et on s'aperçoit dans cette évolution dont je parlais tout à l'heure que cette nature ornementale devient une infrastructure verte des villes qui va donc délivrer des prestations techniques de rafraîchissement, d'infiltration, etc., etc. Mais cette infrastructure, elle est extrêmement, elle a une richesse de dingue. Elle rapproche les compétences, elle donne envie d'en parler. Donc, on n'a pas de mal à réunir une réunion publique. Si vous faites une réunion publique en disant on va changer le système d'assainissement, vous n'avez pas grand monde. Si vous dites on va infiltrer, créer des îlots de fraîcheur et créer des cours urbaines, tout le monde vient parce que voilà, c'est ça aussi la richesse de la nature. Mais cette nature, elle a un ennui, un inconvénient, c'est qu'elle est vivante, donc elle peut être malade, elle peut mourir. Et elle peut mourir notamment de faute d'eau. Donc, c'est là où ça devient compliqué, parce qu'on peut avoir une lecture simple en disant finalement, il suffit de planter des arbres, on sait tous faire. Mais la question, c'est on plante exactement pour quoi faire ? Parce qu'il y a 60 typologies de fonctions écosystémiques qui peuvent être fournies par un arbre. Est-ce que j'essaye d'en attraper 1, 2, 3, 4 ? Combien de fonctions ? Est-ce que du coup, où est-ce que je plante vraiment cet arbre ? Quel arbre je plante ? Etc. Et comment je garantis sa pérennité ? Et pour arriver à garantir sa pérennité, il faut d'abord s'intéresser au cheminement de l'eau. Donc il faut d'abord attaquer les politiques de végétalisation massive de nos villes par des nouvelles stratégies de gestion du pluvial, par du ruissellement de surface, vers des espaces verts, de la terre, le fameux coefficient de pleine terre, de la terre végétale profonde, ce cheminement de l'eau va créer les conditions d'une installation pérenne de cette nature dont on a tant besoin. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Ça rejoint l'idée évoquée tout à l'heure sur l'urgence qu'il y a à mieux gérer cette ressource en eau, à être conscient. Nous, on étudie, c'est une bonne nouvelle, pas mal de villes, notamment Blois, sur le potentiel de déconnexion de la ville de Blois. Est-ce que c'est vraiment une solution de déconnecter ? Puis finalement, quel volume on déconnecte ? Qu'est-ce que ça apporte comme résultat ? On s'aperçoit, grâce à la lecture algorithmique des photos aériennes, on peut détacher chaque pixel d'une photo fournie en open source par l'IGN, c'est 20 cm² au sol. Et en fonction de la couleur de ce pixel, on lui donne un attribut et on est capable de screener un territoire avec une précision de dingue. Et on arrive à voir que en classant avec un indice de facilité très facile, moyennement facile, difficile ou impossible, quel est le potentiel de déconnexion, donc d'infiltration d'une ville. On arrive toujours au même chiffre, 70%. Aujourd'hui, nos villes sont rémédiables. Si on s'intéresse vraiment à cette question, on peut réinfiltrer 70% de nos eaux pluviales dans nos tissus urbains, dans la ville existante. Et repérer ces 70% de zones d'infiltration, c'est repérer là où il faut planter. Et là, on s'aperçoit, et c'est ça qui est intéressant, notamment pour les élus qui nous entendent, c'est que ce n'est pas une affaire publique, c'est une affaire commune. 80% du territoire est privé. C'est la part cadastrée d'une ville, c'est donc à usage privé ou privatif, c'est 80% du foncier urbain. Donc réussir l'adaptation de nos villes au réchauffement climatique ne peut pas être une seule cause du domaine public, ça doit nécessairement être une cause partagée. Et je finirai en rebondissant sur ce que vous disiez, Président, tout à l'heure, c'est que moi je vous rejoins complètement, vous disiez que 80% de la ville adaptée existe déjà. C'est normal parce que, et là il faut se méfier de l'importance des PLUI, etc., des règlements. C'est ô combien important, nécessaire, etc., mais ça ne nous protégera pas suffisamment parce que l'ensemble des projets que nous conduisons chaque année en ville, privée, publique, une ZAC, une friche, un BHNS, enfin tous nos projets-là ne renouvellent nos tissus urbains que de 1% par an. 1% par an. Et d'ailleurs, en 20 ans, vous disiez, dans 20 ans, 80% de la ville existe, ça fait 20 fois 1%, c'est 20%. Voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la ville existante et comment on arrive à convaincre des gens qui n'ont pas de projet d'en avoir.
Et donc, il faut revisiter nos schémas. Pourquoi ça se régule à 1%? Il n'y a pas une loi qui dit que c'est 1%. C'est que le marché économique, la capacité de nos entreprises, des paysagistes, des architectes, les SEM, enfin, toute la mécanique de transformation de la ville génère spontanément 1%. Donc, il faut pouvoir accélérer, il faut inventer autre chose. On ne va pas tout multiplier par 8. Donc, nous, on travaille, par exemple, les métiers du paysage, on travaille à des notions d'acupuncture urbaine. Est-ce qu'on est capable de faire naître un indice de réversibilité, par exemple, d'un actif immobilier? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'imaginer, avec très peu de travaux, par des petits coups d'acupuncture très précis, d'irradier et changer le comportement d'un actif? Est-ce qu'on est capable, par exemple, en ne travaillant que 4000 m² d'espace vert qu'on va mettre en creux, de disséminer ici et là, de prendre un parc social de 8 hectares et d'infiltrer la totalité des eaux de pluie, la totalité des parkings et des voiries, etc., pour finalement très peu d'argent? Et là, on va inciter la ville qui n'a pas de projet à en avoir parce qu'elle va se rendre compte que c'est raisonnable. Voilà les sujets sur lesquels on essaie de contribuer à France Ville Durable. Merci beaucoup. Judith Ferrando, 80% du foncier d'un territoire qui est privé, sur une adaptation qui serait, je ne sais pas moi, casser sa cour bitumée pour faire un jardin de pluie, planter des arbres, etc. Comment embarquer la population? Est-ce que la population y est prête? Je donne une anecdote, mais vous savez qu'il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui, d'ailleurs il y en a une qui a été inaugurée très récemment à Dunkerque, font évoluer leurs cours d'école. Les cours d'école Oasis avaient été lancés par la ville de Paris, etc. La première réaction quand même, quand on discute avec les parents sur un projet comme ça, c'est « mais si vous nous enlevez le bitume, ça va salir les habits ». Et c'est du vécu, je suis passé par ce... Et donc on a quand même toujours cette question des habitants qui parfois ne perçoivent peut-être pas l'intérêt qu'ils pourraient avoir à changer un certain nombre de choses. Est-ce que sur ce qui vient d'être évoqué, vous pensez qu'on est à une nouvelle étape maintenant et qu'on peut y aller? Oui, alors pour répondre à cette question, oui, j'ai quand même l'impression qu'avec ce qu'on a vécu cet été, là, il y a, enfin, je pense qu'il y a une étape. Hélas, je dirais, parce que quand je lisais, comme vous tous, on lisait les journaux cet été, on écoutait les informations, et je lisais à un moment une une du Monde qui disait l'été de la fin de l'insouciance. Bon, c'est vrai que ça, on peut se dire bon bah c'est bien, positivement c'est bien, on avance, négativement. On a attendu 2022 pour ça. Enfin, c'est quand même fou. On sait depuis longtemps. Vous avez raison. On connaît les métriques. On sait la trajectoire qu'il faut faire. La difficulté, c'est comment on la rend compréhensible et comment on la communique d'une manière qui ne soit pas finalement, comment dire, qui ne nous enlève pas toute notre capacité d'agir, parce que ça paraît tellement impossible cette étape à franchir qu'il faut. Donc souvent les citoyens disent on est prêt à faire des changements dans nos modes de vie si on comprend qu'on peut y aller étape par étape. Et donc ça, c'est un point important. Et en même temps, je veux dire quelque chose de contradictoire. Là, on n'a plus vraiment le temps de prendre le temps. Donc c'est la question de comment on est en capacité d'amorcer des évolutions rapides. Je vais revenir dans un instant et pour répondre à cette question-là, c'est comme quand les villes ont introduit la gestion différenciée des espaces verts. Il y a eu aussi beaucoup d'habitants qui ne comprenaient pas, qui trouvaient ça un peu sale, ces rues avec des herbes folles, etc. Mais les choses évoluent et se transforment. Donc parfois, il faut accepter. Regardez toutes les villes qui ont installé un tramway. Pendant les 2 ans ou 3 ans de travaux, et c'est vrai que c'est compliqué à vivre pour les habitants, c'est jugé insupportable, mais 3 ans après, tout le monde a oublié que c'était compliqué et tout le monde est ravi, les commerçants en premier lieu. Donc parfois, il faut accepter de faire des choses impopulaires aussi au premier chef. Et je pense que là, on est quand même dans un moment où la population est vraiment prête à, et d'ailleurs, je trouve le sondage le montrait très bien, à basculer. Je voudrais revenir sur 2 autres éléments qui ont été dits, qui me semblaient très intéressants. Je voulais réagir sur cette question du silo. Que vous évoquez. Et moi, dans mon métier, qui est d'accompagner des dispositifs délibératifs, je suis très inquiète aussi du silo citoyen, c'est-à-dire du fait de faire débattre les citoyens entre eux. Pour moi, ce n'est pas la solution. Je ne dis pas que c'est inintéressant, je dis que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de créer la capacité de dialoguer entre les habitants du territoire, les décideurs, les experts, les acteurs économiques, parce qu'on n'y arrivera pas avec seulement une partie du chemin. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse comprendre les contraintes, les intérêts contradictoires. Et il faut parler des points de blocage. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, on sait comment y arriver. On connaît les solutions, on ne sait pas les mettre en œuvre parce qu'elles sont difficiles. Parce qu'elles sont difficiles pour les acteurs, parce qu'on sait les solutions pour l'agriculture, mais que c'est très compliqué pour les agriculteurs de faire muter leur propre pratique et leur propre fonctionnement. Et donc la question de si on n'arrive pas à se parler de ce qui bloque, de ce qui ne marche pas, on refera toujours J'ai l'impression le risque, c'est qu'on refasse la sensibilisation comme si on était encore en 1990.
Je trouve que là, il y a un enjeu à se parler directement de ce qui bloque, de ce qui coince, des contradictions. Et je trouve, par exemple, que pour faire l'autocritique de mon propre champ professionnel, dans le dispositif délibératif, on a trop tendance à partir sur des questions très ouvertes. Comment faut-il faire pour réduire de X%? Ce n'est pas la question, c'est pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui? Pourquoi on n'est clairement pas sur la bonne trajectoire? Et il n'y a pas des bons et des mauvais. Il y a une nécessité d'inventer ensemble, et territorialement, comme vous l'avez dit, des solutions. Donc ça, je pense que c'est vraiment pour moi l'enjeu de demain qui est essentiel et qui est défocalisé des citoyens. Je pense que si on pense citoyens seuls, pas avec l'ensemble des habitants d'un territoire, des acteurs économiques, des décideurs, on se gourre un peu de cible. Donc ça, c'était la réaction. Et dernière action, vous avez raison, Sébastien Martin. On a disparu, excusez-moi. Vous avez raison. Il a dû partir prendre son train. Pardon. Non, je sais bien. Je me suis juste étonnée. En fait, bien sûr que énormément de l'ensemble des outils de planification intègrent ces enjeux. Intégrer ces enjeux, c'est pas les prioriser. C'est deux choses extrêmement différentes. Bien sûr, aucun PLU, aucun PADD, aucun, je sais pas, autre, enfin tous les outils qu'on a de réglementation et de planification intègrent ces enjeux rhétoriquement, discursivement. Mais on n'en fait pas une priorité qui fait qu'on étudie l'ensemble des autres politiques publiques à l'aune de l'impératif de transformation écologique. Et ça, pour avoir accompagné plusieurs années des réseaux de territoires en plan climat pour l'ADEME Centre-Val de Loire, donc là, je parle vraiment d'une position acteur et pas habitant, c'est très compliqué de mettre en cohérence ces outils de planification. En fait, en soi-même, ça pourrait faire une conférence de controverse entre les acteurs locaux et les décideurs locaux, parce que c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et je trouve que là, il y a des mécaniques, des espaces de délibération multi-acteurs à inventer pour accepter, pour coopérer, pour arriver à être à la hauteur de la transformation qui est devant nous, sans qu'il y ait des méchants et des gentils, parce qu'on peut avoir tendance tous à simplifier les choses, ni qu'il y ait forcément des perdants et des gagnants. Mais il faut renoncer ensemble, il va falloir renoncer ensemble à certaines choses. Et les citoyens l'ont bien entendu et ils sont prêts aussi à renoncer à certaines activités s'ils comprennent le bénéfice sociétal que ça et s'ils n'ont pas l'impression qu'ils y renoncent simplement parce qu'ils n'ont plus de fric pour pouvoir prendre l'avion, la voiture, etc. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Judith. Jean-Baptiste, cette question de la consultation des citoyens sur ces grands enjeux urbains, mais avec des professionnels, pas uniquement entre citoyens. C'était notamment un des volets de la démarche Habiter la France de demain qui avait été conduite par Emmanuel Wargon. Donc le ministère est bien à la manœuvre sur ces questions de l'implication des citoyens. Une réaction peut-être à la fois à ce que vient de dire Judith et puis plus générale sur ce qui a été évoqué jusqu'ici? Alors, par rapport à ce que disait Judith, on ne peut être que d'accord, puisque Judith faisait partie des expertes qui nous a accompagnés dans la démarche Habiter la France de demain, et que l'idée était effectivement de replacer l'usager, l'habitant au centre. Donc d'abord de le consulter sur son appropriation des enjeux et sur son acceptation du changement, pour justement identifier les controverses et voir comment les dépasser. Mais ça s'est vite transformé autour d'une logique de dialogue, précisément, entre les collectivités, les citoyens, les experts, pour justement construire le récit de la généralisation, de la mise en responsabilité de chacun. Et je pense que ça, c'est complètement essentiel. Sinon, effectivement, on en reste à une logique de silo où chacun des acteurs s'exprime dans son collège sans qu'in fine, il y ait une dynamique collective. Donc ça, c'est essentiel. Peut-être en termes de réaction à ce qui a pu être dit, et en particulier par Intercommunalité de France dans ses propos tout à l'heure, je pense qu'il est important de raisonner aussi emboîtement des échelles. C'est-à-dire qu'on a une organisation en France qui a clarifié, je pense, les compétences de chacun des échelons, et c'était sans doute souhaitable. Communes, interco, départements, régions, État au niveau national. Et c'était essentiel pour qu'on soit bien chacun dans notre rôle responsable. Désormais, il s'agit peut-être de bien réfléchir sur l'articulation de ces différentes échelles, de sorte que chacun joue sa partition en quelque sorte, de façon intelligible, et ça se retranscrit d'ailleurs dans les documents de planification. Oui, ils existent, oui, des fois ils sont même pléthoriques, mais s'ils ne sont pas emboîtés dans une logique cohérente de la cellule logement jusqu'au grand territoire, in fine, ça ne marche pas en fait. C'est-à-dire que soit il y a des actions qui se contredisent, soit on n'est pas dans le bon tempo, mais in fine, je pense qu'il n'y a pas de mise en cohérence des actions des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment essentiel précisément pour donner corps à cette notion de planification écologique qui n'est pas nécessairement et
pas d'ailleurs de façon souhaitable, une logique top-down. Il y a aussi une logique bottom-up. Et je pense que l'emboîtement et la responsabilisation de chacun des acteurs et de chacun des échelons est essentiel. Est-ce que tu veux encore faire une petite remarque générale? J'ai l'impression que tout à l'heure, tu n'avais pas fini et que tu t'es un petit peu réfréné. Oui, j'ai la réputation d'être bavard. C'est pour ça. Et donc j'essaye de... Voilà, non, moi, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est que des solutions existent. Des solutions existent et ensemble, on peut y arriver. J'ai envie de dire aussi que vraiment, penser végétal, c'est penser... comment dire, intelligemment, parce que c'est vraiment des solutions qui sont économes. Nous, on le voit bien quand on arrive à substituer dans nos projets de l'infiltration de l'eau de pluie par des sols ouverts, etc., et qu'on enlève tout un tas de dispositifs spécifiquement hydrauliques, séparateurs, bassins de confinement, etc., on fait économiser 15%. Alors, c'est ça qui est intéressant avec la nature, c'est qu'elle est tellement riche, ces 60 fonctions écosystémiques sont tellement variées qu'on a toujours un sujet qui permet d'accrocher la personne avec laquelle on discute. Si vous avez des gens qui sont avec une grosse sensibilité environnementale, on va parler de biodiversité. Si on a quelqu'un, comme par exemple dans les grandes surfaces, etc., qui a une sensibilité assez économique, on va parler d'économie de projet. Voilà, donc il y a vraiment... le monde médical travaille beaucoup sur le rapport entre l'anxiété et la présence ou l'absence de végétaux en ville. On a vu à quel point c'était un sujet sensible en fin de confinement, quand on a commencé à réouvrir la ville, et avec cette notion de service essentiel, nous, on écrivait des tribunes en disant, mais le paysage, nos parcs et nos jardins sont des services essentiels de la ville, il faut vite les réouvrir. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant avec cette nature et cette intelligence qu'elle porte, c'est que finalement, elle nous concerne tous et qu'on a toujours un moyen de la faire valoir, et il faut vraiment la considérer comme quelque chose d'essentiel. La sobriété, comme ça vient d'être rappelé sur la question de l'eau, par exemple, contrairement peut-être à des logiques de développement durable dans lesquelles on a beaucoup été embarqué au cours des dernières années, c'est aussi des économies. C'est aussi des économies, c'est un paradigme un peu différent. C'est-à-dire que plutôt que de devoir dépenser plus pour pouvoir être vertueux, on peut aussi faire moins et donc dépenser moins pour avoir des résultats qui par ailleurs sont immédiats et non coûteux. Donc peut-être, puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde, je voudrais déjà vous remercier de vos interventions, remercier Sébastien Martin, donc, qui a dû nous quitter, mais c'était prévu pour pouvoir prendre un train et participer à une autre réunion, et peut-être vous laisser avec cette réflexion qu'on va soumettre d'ailleurs au comité scientifique de France Ville Durable beaucoup, puisque tu as évoqué, Judith, les questions de sémantique, qui sont importantes pour... comprendre, même entre nous, entre acteurs, ce qu'on entend par un certain nombre de trajectoires, de changements de trajectoire, etc. Il y a une réflexion sur ce terme de sobriété, quand même, qui effectivement pose parfois problème aux élus locaux. C'est pas facile de parler de sobriété aux habitants, ça apparaît comme un renoncement. Moi, je cite juste une phrase de Philippe Madec, qui est un architecte, vous savez, le fondateur du manifeste pour la frugalité heureuse en architecture, qui était intervenu lors du premier Ville durable en action l'année dernière et qui avait eu ce propos. Il disait, mais la sobriété, c'est effectivement quelque chose qui apparaît comme difficile. C'est-à-dire, quand on est alcoolique et qu'on doit devenir sobre, on perd quelque chose, etc. Lui défend le terme de frugalité pour une raison étymologique, qui est que la frugalité signifie la juste récolte des fruits. On ne prend à la nature que ce dont on a besoin et pas plus. Alors je vous laisse avec cette interrogation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je dis aux personnes qui sont en ligne, puisqu'on a fait 700 inscrits en ligne pour cet événement aujourd'hui, qu'on va maintenant faire une pause et se retrouver à 13h15 pour la prochaine table ronde. Merci à toutes et tous. Merci.